Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui avec les actualités retenues pour la région, suivies de M. Alain Bertrand, président de Saint-Marc en Affaires, qui vient pour nous parler du Festival des vins champêtres et riverains. J'irai à la rencontre des directrices artistiques de la galerie Pierre Meunier ainsi que deux artistes présentement en exposition. Madame Marilyn Nadeau nous fait un retour sur le conseil de la MRC-VR. Notre journaliste Marie-Ève Brisebois s'entretient avec Lucie Blanchet, chef de division culture et loisirs, pour parler des soirées culture de l'heure mauve. Et enfin, Madame Nadine Viault, mairesse de Belleuil, nous fait un retour sur la dernière rencontre du conseil municipal. Le régional commence maintenant. Bonne écoute! Voici vos actualités sélectionnées par l'équipe de TVR9. Le 10 juin dernier, 3 groupes citoyens de la Rive-Sud, dont Mères au front, ont déposé un mini-tipi devant le bureau de Simon Jolin Barrette à Belleuil. L'action visait à dénoncer le projet de loi 97 sur la réforme forestière et à exprimer leur solidarité avec les Premières Nations. Une lettre a été lue sur place et des symboles comme de l'eau Onibi ont été remis à l'équipe du député. Les groupes ont rappelé que les forêts sont des milieux de vie, pas un buffet à volonté. D'autres actions sont prévues ailleurs au Québec. Le 15 juin dernier, la ville de Saint-Basile-le-Grand a souligné la journée de la bientraitance envers les aînés. Le maire Yves Lessard a rappelé l'importance d'agir avec respect et vigilance, tandis que le conseiller Guy Lacroix a souligné la valeur inestimable de l'écoute et de la bienveillance. La Ville continue de promouvoir plusieurs programmes destinés aux aînés et un nouveau plan d'action a été développé pour favoriser leur participation active à la vie communautaire. Le budget participatif s'est poursuivi à Saint-Marc-sur-Richelieu. Du 11 au 30 juin, les citoyens de Saint-Marc ont été invités à voter dans le cadre de la 2e édition du budget participatif. Ils pouvaient choisir le projet qu'ils souhaitaient voir se concrétiser en remplissant un formulaire en ligne ou en se rendant à l'hôtel de ville. Un exercice de démocratie locale simple, mais essentiel pour faire entendre sa voix. Les résultats seront à suivre dans les prochaines semaines. La ville de Carignan a accordé une aide de 500 $ à la garde côtière auxiliaire canadienne pour la saison de navigation 2025. Cette somme a permis de soutenir les activités de recherche et de sauvetage menées par près de 800 bénévoles à travers la province. Ces marins d'expérience, issus de communautés locales, assurent chaque été la sécurité sur nos plans d'eau. La Ville a salué leur engagement et leur vigilance. Le député de Bordua, Simon Jolin Barrette, a présenté son bilan de session parlementaire. Parmi les faits saillants, des investissements pour des infrastructures culturelles, sportives et communautaires, ainsi que la création du tribunal unifié de la famille. Il a aussi souligné des mesures concrètes comme l'encadrement des pourboires et l'accès plus facile à la justice. À l'échelle locale, des aides ont été versées à plusieurs municipalités et organismes, dont l'Arrière-Seine et Intégration Compétences. Le 18 juin, la Ville de Chambly a tenu 2 ateliers de consultation publique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire. Les citoyens ont été invités à proposer des solutions concrètes sur des thèmes comme le transport, l'efficacité énergétique ou la gestion des déchets. L'événement, sous forme de Café du Monde, s'est tenu au pôle culturel de Chambly. Les idées retenues seront intégrées au futur plan d'action de la Ville. À l'occasion de son 30e anniversaire, l'organisme Intergénération Québec a lancé un plaidoyer fort. Reconnaître le rapprochement entre les générations comme un levier incontournable de transformation sociale. Dans un contexte d'isolement croissant et d'agisme, l'organisme rappelle que les liens entre les jeunes et aînés peuvent briser l'isolement, réduire les préjugés et même améliorer la santé publique. Intergénération Québec invite les décideurs à agir concrètement afin de faire de l'intergénérationnel une réelle priorité dans la politique publique, les milieux de vie et l'éducation. C'est tout pour vos actualités TVR9.
Monsieur Alain Bertrand, vous êtes président du Festival des vins champêtres et riverains Oui. qui aura lieu prochainement à Saint-Marc-sur-Richelieu. Tout d'abord, c'est la 2e édition. Qu'est-ce que vous attendez comme événement pour cette année? Bien, on s'attend à répondre à la demande de l'année dernière encore plus. L'année dernière, on a eu un très bel événement. Ça a été incroyable. On avait mis la barre haute, puis on a été bien. Les gens ont bien répondu. Il y avait 2 petites choses qui étaient à ajuster, si on veut. Il y avait un endroit pour les enfants, parce qu'on s'est rendu compte que les gens venaient en famille. Même si c'est un festival des vins, ils venaient en famille. Puis ils restaient sur le site. Donc, ils sont arrivés tôt dans l'après-midi, puis ils sont restés pour le spectacle du soir. Fait que là, il est rendu à l'heure du souper, il manquait d'offres gourmandes. Fait que cette année, on a augmenté 2 choses. L'espace pour les enfants, qui peuvent s'amuser un peu dans la journée, puis l'offre gourmande pour toute la journée aussi. Fait qu'on a plus de food truck, on a plus d'offres gourmandes pour les gens. Oui, parce que c'est un événement l'année passée qui a attiré quand même plusieurs personnes. Et cette année, en ajustant le tout, vous attendez à avoir autant d'achalandage? Oui, même plus, parce que les gens, quand ils ont quitté l'année dernière, ils ont été surpris par l'événement. Ils ne s'entendaient pas à un événement de cette envergure-là, de cette qualité-là, au niveau des exposants qu'on avait, entre autres. Puis là, ils sont partis, ils ont dit l'année prochaine, je reviens, mais j'amène beaucoup de monde avec moi. Fait que les gens étaient pour inviter des amis, la parenté, tout ça. Fait qu'on s'attend cette année, malgré toute l'exposition qu'on a fait au niveau publicitaire, et on s'attend à avoir beaucoup de gens qui vont attirer par eux-mêmes une foule plus grande que pour le festival. Pas seulement les citoyens de Saint-Marc-sur-Richelieu. Non. Il faut mentionner aussi qu'il y a une contribution de la municipalité à l'événement. Donc, la route est fermée. C'est vraiment un site complet. Oui, c'est pour ça qu'on l'a appelé champêtre et riverain. C'est qu'en fait, on fait le lien entre tout le village et l'arrière-pays qu'on appelle et le bord de l'eau. Donc, le ministère nous a autorisé à fermer la 223, qui est une route provinciale. On a fait la demande. L'année dernière, ça a été accepté cette année aussi. Donc, on ferme toute 150 mètres de rue pour avoir accès au presbytère, le terrain du presbytère où il y a le grand chapiteau pour le spectacle et tout le bord de l'eau qui va, les exposants sont là. Beaucoup d'exposants l'année dernière, ils ont dit « Moi, je reviens à condition d'être au bord de l'eau » parce que pour eux, c'est extraordinaire d'avoir leur tente, pouvoir faire goûter du vin, puis tu as l'eau qui circule en arrière de toi, les bateaux, le Mont-Saint-Hilaire, toutes ces choses-là. Fait que c'est vraiment important pour eux d'avoir ça. Et vous avez des partenaires qui reviennent encore cette année pour s'assurer du bon déroulement de tout ça. Vous parlez du spectacle, entre autres. Oui, on est très contents parce que les Bellamex, qui est une entreprise de Saint-Marc-sur-Richelieu, qui fait beaucoup de contrats à l'extérieur, à Montréal, entre autres, qui est très reconnue, avait commandité l'année dernière le spectacle. Et cette année, ils sont revenus aussi, ils ont commandité le spectacle. On a Desjardins, qui était le principal l'année dernière, qui cette année commandite la zone enfant, la zone amusement qu'on appelle, parce qu'il va y avoir des amusements pour les adultes aussi et pour les enfants. On a plusieurs partenaires, Rabière, La Pointe. On a Mafar qui nous fournit le stage, entre autres, pour les clôtures de chantier pour le site, pour former le site pour que ça soit sécuritaire. On a Lucier, en tout cas, on a plusieurs commanditaires comme ça qui font le Ford Saint-Basile, qui va nous fournir. C'est un peu spécial, c'est parce qu'on a un jeu gonflable pour la zone d'amusement, qui est un énorme tracteur aux couleurs de John Deere. Quand on a vu ça, on a fait « Ah oui, ça nous prend ça » surtout à Saint-Marc, il y a plusieurs amateurs de John Deere. Et ce jeu gonflable-là a des ventilateurs pour le gonfler. Puis on va les faire fonctionner par un Ford Lightning électrique. Fait que le ventilateur va être branché sur le Ford Lightning. C'est le Ford Lightning qui va faire gonfler le jeu gonflable pour que les enfants puissent s'amuser dedans. C'est un Ford Saint-Basile, cette idée-là. Fait qu'on est rentré là-dedans, on l'a testé, ça fonctionne. Fait qu'il va y avoir 1 ou 2 véhicules sur le site. Puis c'est commandité par Ford Saint-Basile. Donc, c'est un événement d'envergure à ne pas manquer. Oui. Début juillet, 4 et 5 juillet. Le 5 juillet, c'est le festival. Parce que le 4, on a rajouté cette année, c'est notre première édition. On va créer une bonne tradition là, avec ça. C'est la première édition de bal. C'est le bal du pré-festival, le grand bal qu'on l'appelle, pour ramasser des fonds pour un organisme local. Donc, on a choisi cette année le Grain de sel, qui est un organisme ici de Belleuil d'entraide familiale. Et on fait un grand bal avec un chef invité qui est Francis Blais, qui est un chef de 27 ans, là, le plus jeune chef qui a gagné Canada, chef Canada en 2020, je crois, qui va faire avec son équipe. Il arrive là, puis il fait toute la cuisine, c'est lui qui fait le service et tout ça. Puis on a un petit band de trois musiciens avec une chanteuse qui va faire l'ambiance de la soirée, un cocktail d'entrée, puis aussi un encan. Parce que l'encan, le but de notre soirée, c'est de ramasser des fonds pour le grain de sel. Donc, on a demandé à certains partenaires, des gens, d'aller chercher des items pour vendre à l'encan. Et les gens vont acheter les items. Tous les profits de ça vont aller au grain de sel pour les fonds pour donner au grain de sel. Est-ce qu'il est trop tard pour s'impliquer? Non, c'est pas trop tard. On a encore des gens qui s'inscrivent cette semaine. Il y en a encore qui sont arrivés dans le je peux-tu? Pour les tables du Grand Bal, il reste encore de la place. Nous, on va ajuster la quantité avec le nombre de personnes qu'on va avoir. Donc, avec le chef, on a un accord qui dit, bon, on part à tant de personnes.
minimum. Puis si on rajoute, aller jusqu'à quelques jours avant l'événement, on peut rajouter. Fait que gênez-vous pas. Si vous voulez faire partie de ce grand bal-là, vous pouvez aller sur le site de saintmarcenaffaires.com. Et là, vous allez avoir 2 boutons, un pour le Festival des vins et un pour le grand bal. Et vous pouvez vous inscrire pour le grand bal pour acheter des places individuelles ou des tables pour votre corporation. Souvent, ce que les compagnies font, c'est qu'ils achètent la table au complet, puis ils invitent des clients, ils invitent des fournisseurs, tout ça. Donc, ça crée une soirée d'ambiance de remerciement un peu pour les fournisseurs des entreprises. La plupart des gens qui ont acheté des tables, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Donc, il faut s'inscrire absolument pour le bal, mais pour le Festival des vins, il y a toujours une table à l'accueil. Est-ce que les gens doivent faire une préinscription ou ils peuvent juste se présenter le jour même? Oui, le site est complètement gratuit. Le site est ouvert à tous. Il n'y a pas d'accès d'entrée pour le site. Donc, vous pouvez venir vous promener sur le site sans problème, profiter de toutes les choses, d'aller manger. Mais si vous voulez déguster des vins, là, ça prend un premier coup de départ qui est 20 $. Là, on vous donne une coupe à l'effigie du Festival des vins. Et c'est cette coupe-là que vous allez utiliser pour voir les exposants en échange de coupons. Fait que vous allez acheter des coupons. Fait que dans 20 $, vous avez une coupe et 5 coupons. Donc, vous allez pouvoir échanger des coupons-là. Les dégustations, habituellement, l'année dernière, en tout cas, c'était comme ça. C'était entre 3 et des fois 12 coupons pour une dégustation, dépendamment du produit que vous avez dégusté. C'est l'exposant qui décide. Puis là, vous donnez vos coupons. Puis là, vous allez en racheter d'autres après. Il y a des gens qui vont se promener sur le site avec des chapeaux identifiés, billets, coupons à vendre. Et vous pouvez racheter des coupons directement à eux pour que vous puissiez prendre d'autres dégustations. Mais le site est ouvert à tous. Donc, si vous ne voulez pas déguster, vous pouvez venir sur le site, manger, profiter des jeux. Le spectacle le soir est gratuit aussi. Cette année, c'est Phil G. Smith, qui est un chanteur francophone country avec son band, qui est très reconnu. Il a été nommé au Gala de la Disque, entre autres, et il a fait des spectacles à Saint-Tite et tout ça. Fait que, ça aussi, a créé un gros engouement. Le country est vraiment à mode depuis quelques temps. Les jeunes dansent en ligne sur le country, c'est incroyable. Fait que je pense qu'on va avoir une belle soirée le samedi soir là, pour le spectacle. Puis le site aussi, durant la journée, est quand même assez charmeur en soi. Donc, on parle de s'installer, faire des dégustations, mais il y a de l'espace amplement pour s'installer en famille, soit directement sur la pelouse ou encore où est-ce qu'il y a les installations. Oui, c'est ça. Il y a le grand chapiteau, si vraiment il y a plu un petit peu, dans le chapiteau, il va y avoir en masse de place. Sinon, il y a sur la rue, puis à l'avant, sur le bord de l'eau, il y a des tables à pique-nique partout. Donc, vous pouvez manger là, vous pouvez... il va y avoir surtout aussi de l'offre pour les enfants, puis les gens qui ne boivent pas de vin ou qui ne boivent pas d'alcool. Il va y avoir Bièrerie Shelton, qui est ici à Saint-Mathieu-de-Belleuil, qui va être sur place, aussi pour offrir produits de bière, produits de malt. Sinon, bien, il y a tout liqueur, jus, des choses comme ça pour les enfants. Puis nous, on a notre Saint-Marc en affaires, qui est le promoteur de l'événement, est beaucoup centré sur l'écologie, la récupération, ces choses-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour le Festival des vins, on vend des gourdes d'eau à l'effigie du festival. Et sur le site, Desjardins fournit une station, une fontaine d'eau. Donc, vous remplissez votre eau comme vous voulez avec de la gourde ou si vous avez vos propres contenants, c'est correct aussi. Mais ça fait que ça, l'offre de l'eau, là, elle est ouverte, tout le monde. On ne veut pas avoir des bouteilles d'eau jetables qu'on produit des déchets. Là. Fait qu'on a vraiment mis l'accent là-dessus cette année pour offrir ça aux gens. C'est certain que les personnes vont apprécier aussi ce volet un peu plus environnemental-là. Oui. Donc, vous invitez les gens à se joindre à vous en véhicule, en bateau, vu qu'il y a la rivière. J'ai vu des gens l'année passée arriver en bateau ou en John Deere. Oui, si ça vient en tracteur, c'est libre à eux. Là. En fait, on a un beau système. On a le grand quai du bord en face du site là, qui peut accueillir 4-5 bateaux, qui est assez récent depuis l'année dernière, qu'on a complètement un nouveau quai. Il y a un stationnement incitatif à l'auberge d'Anfield, qui est à peu près à 300-400 mètres du site, mais on a un service de navette. Donc, on a une navette de Blanchard, là, d'une compagnie de Saint-Marc, qui va faire la navette entre le stationnement et les rues environnantes dans le village pour venir jusqu'au site. Sinon, bien, il y a des stationnements incitatifs un peu partout dans le village, là, celui de l'école, dans les rues, il y a beaucoup de stationnements. Mais oui, c'est en voiture, en tracteur, en bateau. Libre à vous de venir quand vous voulez. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, M. Bertrand, pour cette entrevue. Merci. Au revoir. Donc, bonjour Marie-Ange, bonjour Madeleine. Vous êtes directrice artistique de la galerie Pierre Meunier. Oui, c'est exact. Oui, depuis cette année. Une année entière, on a commencé en janvier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi votre journée typique? Ah ben, la journée typique, je veux dire, les deux artistes, Madeleine et moi, nous sommes des artistes. Donc, on s'occupe de cette galerie, mais comme
On va aller chercher les artistes, les inviter. On s'occupe pour la galerie de faire les affiches. On est devenu un peu graphiste aussi. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est qu'on soutient les artistes. Ça, oui, c'est le but initial de la création de cette petite galerie, parce qu'il y a tellement peu de lieux où ils peuvent exposer et où ils sont gâtés. On gâte nos artistes. Donc ça, c'est important. La mission ou le mandat premier de la Galerie Pierre Meunier, c'est de promouvoir les arts de notre région le long du Richelieu. Alors, on a les villages riverains, mais on a aussi des artistes de Saint-Hilaire, on a des artistes de Sorel, un peu partout. Beaucoup aussi, on en a aussi à Saint-Charles, mais c'est de vraiment faire la promotion des artistes d'ici et de rendre ça accessible aux gens du village et aussi des gens de la région. Et comme Marianne disait si bien, il y a si peu de lieux qui sont à la disposition des artistes que celui-ci, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, oui, et les artistes du coin. Est-ce que c'est difficile de faire vivre l'art local à travers une galerie? Est-ce que c'est difficile de trouver des artistes qui veulent s'exposer? Non, parce que ça peut être difficile, mais Madeleine comme moi, on connaît beaucoup d'artistes. On est tout de même, on fréquente le lieu artistique, on expose et tout. Donc le fait que pour l'instant, on n'a pas reçu beaucoup de refus. C'est pas tellement difficile de trouver des artistes qui veulent exposer, étant donné qu'il manque tellement de lieux d'exposition. Oui, on revient à ça, mais c'est pas pour ceux qui veulent exposer ici non plus, parce que nous, on cherche quand même des artistes qui ont une certaine réputation, de la qualité dans leur travail, comme vous voyez présentement. Oui, on est entouré d'art, littéralement. D'art, c'est ça. Alors, on maintient une qualité dans le travail qui est exposé ici. Néanmoins, c'est pas difficile de trouver des artistes, mais voilà, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est ça ce que je voulais dire, excusez-moi. Le mandat de la galerie, c'est de faire la promotion de l'art. Et on est tellement privilégié d'avoir une municipalité qui encourage, pour la municipalité, c'est important de faire la promotion de la culture et l'art visuel en particulier. Si ce n'était pas de la municipalité et du support financier de la municipalité, que ce soit pour reconnaître aussi les artistes dans les redevances reconnues par le statut des artistes du gouvernement. Ça, c'est important aussi. Alors, vous avez parlé aussi des artistes qui peuvent gagner leur vie. Est-ce que c'est rentable? C'est très difficile de gagner sa vie comme artiste ici au Québec, même au Canada. Alors, si au moins il y a une reconnaissance pour le travail qu'ils font en exposant ici, c'est pas des fortunes, mais en même ça paye les frais des encadrements ou quoi que ce soit, le déplacement et tout ça. Alors, c'est beaucoup. Alors, oui. Alors, dans ce cas-là, comment les citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu ou des municipalités voisines peuvent vous aider à maintenir cette galerie, à supporter l'art? C'est un soutien financier, si on veut. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'avec la municipalité de Saint-Charles, on arrive très bien. Il n'y a aucun problème. Chaque fois qu'on demande quelque chose, on l'a. C'est vraiment un soutien du 100%. Mais ce qui serait extraordinaire, c'est que toutes les municipalités ici fassent la même chose. Il y a toujours un lieu dans le village ou dans une petite ville où ils pourraient le consacrer, ça pourrait être consacré aux artistes. Ça, j'aimerais que la galerie Pierre Meunier soit un exemple pour les autres municipalités et surtout aussi l'équipe d'ici, de la municipalité, la mairesse et toutes les personnes qui travaillent ici, soient un exemple pour les autres aussi, pour les autres municipalités. C'est important. Oui. Vous voyez, le lieu n'est pas grand, non, mais il est grand. Il est grand pour ce qui est... Il est grand en image. Exactement. C'est ça. Et il est grand par l'image. Ouais. Tout à fait. Comment ça se passe de supporter en 2025 une galerie? Je sais que là, la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu vous aide énormément, mais c'est quand même difficile des fois de maintenir l'art en vie. Comment ça se passe en 2025 de garder l'art vivant? Ça, c'est la pêche aux commanditaires. C'est ça. Et puis... si on n'a pas vraiment un nom, c'est extrêmement difficile. Il faut reconnaître qu'il y a vraiment peu d'artistes qui vivent de... Oui, il y a les grands on en entend tout le temps parler, mais il y a des talents formidables et qui malheureusement, on ne les voit pas.
Pourquoi? Ben, ça revient à ça aussi. On ferme le cercle, il n'y a pas de lieu non plus. Même, je veux dire, par exemple, pour les métiers d'art, avant, il y avait plein de boutiques métiers. Il n'y en a plus. Il y en a très peu. Mais c'est la même chose pour les galeries aussi. C'est différent. C'est parce que ils ont tout ça sur leurs épaules, puis tenir, les loyers sont très chers, si on parle argent, c'est ça. Donc c'est complexe, et c'est les commanditaires. Essayez d'aller en trouver, c'est ça. Est-ce que j'aimerais ajouter que pour Marie-Ange et moi, c'est un geste d'amour des arts que de s'impliquer ici dans la galerie. On y croit. On croit au fait que les artistes ont besoin de lieux, ont besoin d'espace pour se manifester, pour présenter leurs œuvres. On fait ça de façon bénévole, mais on fait ça avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup d'engagement. Alors, on prend soin de nos artistes quand ils viennent, quand ils exposent ici. On s'occupe du vernissage, de la publicité, on fait tout ça pour eux. Alors, on essaie de les cajoler pour que ce soit une expérience vraiment bénéfique. Sachant que c'est très difficile. C'est vraiment difficile pour les artistes. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu et des municipalités voisines pour qu'eux aussi aident à supporter l'art? Déjà, de venir, la première chose, de voir comment on organise les expos, qui expose, ça serait déjà bien. Puis, je vais dire soutenir. Puis comme vous voyez, le lieu, il n'est pas grand, mais en même temps, il est suffisant, il est plus que suffisant. Oui. Alors, ça n'a pas besoin d'être la grande maison de la culture pour faire une différence et pour apporter un lieu digne de recevoir des arts. Ouais. C'est d'en parler aussi. Oui. Le fait de parler de ce lieu, parce qu'on voudrait vraiment mettre cette galerie sur la carte des arts de la région. Tiens, on est à côté de Saint-Hilaire, on est à côté de Belleuil, on est à côté, pas loin même de Sorel. Oui. Donc, si les gens parlent de cette galerie, c'est ça. En réalité, le soutien, ça serait ça véritablement, qui parle de la galerie. Oui. C'est quoi votre fonctionnement ici? Est-ce que vous avez des expositions à l'année longue? Comment ça fonctionne? Oui, vraiment, ce qu'on veut, c'est que cet endroit, ce lieu, soit vivant toute l'année. Donc, c'est certain que pour un artiste, venir exposer en janvier et février, puisque on offre 2 mois à chaque fois pour les expositions. Donc, on a essayé de trouver des expositions plus grand public, ludiques. Colorées. Oui, comme l'exemple. Par contre, on est en noir et blanc ici. Non, là, oui, c'est ça exactement. Et faire partie que les écoles viennent voir ces expositions, que ça les intéresse vraiment. C'est sûr que les enfants, il y en a qui aiment ça, mais... Donc, nous avons invité en janvier et février. Oui, Sébastien Racicot qui travaille le Lego. Alors, il y avait des structures en Lego, alors ça l'a vraiment beaucoup intéressé. Il y avait beaucoup d'adolescents, d'enfants de tous les âges qui sont venus. Beaucoup de parents aussi, parce que c'est vraiment un médium qui est utilisé beaucoup aussi par les adultes aujourd'hui. Néanmoins, c'était différent. Alors, on essaie d'avoir des expositions diversifiées pour attirer les gens à tous les moments de l'année. Alors que ce soit nos petits formats, à la fin de l'année, on va recevoir 6 artistes qui vont créer des miniatures, des petits formats. Alors, ça va être aussi approprié pour le temps des fêtes et tout ça. Alors, mais tout au long de l'année, on essaie de vraiment tomber pile pour que ça intéresse le public de Saint-Charles, mais plus large aussi. Et la variété aussi, ça c'est important. Donc en janvier et février, on a eu les Lego. Après, on a eu un peintre qui est connu dans la région, Pierre Duhamel. Puis il y a eu Anne de Guise et Daniel Gauvin. C'est les métiers d'art ensuite, après eux. Et puis après, c'est nous. Ah oui, donc vous aussi, vous allez présenter. C'est ça aussi, cette année, parce que c'est la première année de la galerie. Et après, comme a dit Madeleine, c'est les miniatures avec des peintres assez connus de la région. Vous l'avez dit, c'est la première année de la galerie. C'est quoi votre rêve le plus fou pour l'avenir de la galerie? C'est qu'il y ait full au vernissage, mais qu'elle soit vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, je reviens avec ce que j'ai dit, c'est qu'elle soit vraiment, par exemple, quand il y a les petites revues ou magazines ou à la radio ou à la télévision, que ce soit un lieu dont on parle. Ce serait vraiment pour nous, je pense que ce serait ça qui... Et que les artistes aussi qui viennent exposer se sentent libres de s'éclater un peu aussi. Oui. Ouais.
Oui, tout à fait. Si, par exemple, un artiste demande de faire une installation, des tous les espaces, c'est possible. Nous, on est vraiment ouverte à ça. Donc, pour l'instant, c'est du classique, mais on voudrait que ce soit moins classique, peut-être. Pour finir, c'est quoi votre message pour les gens qui disent que ça les dérange pas de supporter leur local, que c'est pas important, puis que, c'est ça, que leur local, c'est mort? C'est ça, non, vraiment pas. Je vais dire, sans l'art, la vie serait d'une tristesse, ça serait terrible. C'est vraiment important. Je dis, regardez, quand vous regardez juste ces photos, chaque photo, c'est une émotion, c'est un ressenti, c'est important. Et quand on regarde une œuvre d'art, que ce soit en céramique, en peinture, en collage, peu importe, en sculpture, il y a l'émotion qui est là, qui nous fait vivre. Et c'est tellement important. Merci beaucoup, mesdames, de m'avoir reçue dans cette magnifique galerie. Merci. Merci. Bonjour, Madame de Guise. Bonjour. Bonjour, Monsieur Gauvin. Bonjour. Donc, on est aujourd'hui à la galerie Pierre Meunier. Où est-ce que vous êtes exposé présentement? C'est quoi le nom de votre exposition? C'est Portrait de l'Inde, mais il faut dire que c'est un extrait d'une exposition beaucoup plus globale qui comportait une centaine de photos qui ont été montrées à Montréal à l'époque, parce qu'il faut dire que c'est une exposition, c'est des photos qui ont 35 ans, et ça s'appelait à l'époque une traversée des apparences. Parce que c'est ça, là, vous allez voir, on est vraiment en contact avec les gens, mais c'est Portrait de l'Inde. Vous avez donc choisi une parcelle d'une plus grosse exposition que vous aviez fait avant. Oui. Est-ce que les choix ont été difficiles? Non, très rapidement, Daniel. C'est avec beaucoup d'enthousiasme. À vrai dire, ça faisait longtemps que ça traînait dans des boîtes, au sous-sol. Puis quand l'occasion s'est présentée de les représenter à nouveau, ben là, on a juste remonté ça du sous-sol, puis on a commencé à déballer ça, des images qu'on n'avait pas vues depuis longtemps quand même. Puis c'est avec beaucoup d'enthousiasme, finalement, qu'on a étendu ça un peu partout dans le salon, on a commencé à dire « Oh, wow, OK, non, ça vaut le coup. » Il était temps qu'on dépoussière le tout. Donc, ça n'a pas été difficile, c'était très, très spontané, très rapide. À vrai dire, on a fait ça en une heure, on avait déjà choisi les photos. Pas parce que les autres n'étaient pas bonnes, mais parce que, je sais pas, on y était intuitivement, puis ça va avec ça, puis c'est parfait, oui. Puis on a aussi trouvé... Focusé sur les portraits. Parce qu'il y avait aussi des paysages, des photos, mais on s'est dit, pour un condensé, on va vraiment focuser sur les portraits. Les portraits et les photos qui incluent des humains aussi. Si vous regardez les photos qui sont là, il y a des plans d'ensemble aussi, mais il y a toujours une personne puis pas son métier, mais son occupation, son rôle en quelque part dans la vie, ou des attitudes, ou quelque chose qui raconte une histoire, en tout cas. Il y a toujours l'humain dans le milieu, en quelque part dans la photo. Là. Et c'est à l'instigation aussi de Marie-Ange Samon, que je connais depuis longtemps, puis qui connaissait aussi les photos, parce qu'il y a comme une mini-galerie chez Daniel et chez moi où il y a des photos, puis elle a dit, bien, ça serait intéressant. Et c'est pour ça qu'on les a dépoussiérés, parce qu'on a été accueillis à bras ouverts pour présenter ce travail-là. Je vais commencer par dire que de l'art comme ça, c'est impossible de laisser ça dans des boîtes. Il faut que ce soit exposé. C'est magnifique. C'était quoi l'inspiration derrière? C'est de la photo de rue. Hein? Moi, j'ai fait beaucoup, quand j'ai commencé à faire de la photo dans les années 80, j'étais vraiment inspirée. Bon, Cartier-Bresson, regarde, je me compare pas à un aussi grand photographe, mais c'était aller dans le quotidien, sur la rue, voir les gens, et tout à coup, il y a quelque chose qui se développe et il y a une prise de vue qui est possible. Dans ce cas précis, comme on était très près des gens en Inde, c'était vraiment, il y avait comme un consentement spontané qui se faisait. Donc, on n'était pas dans le vol de photos non plus. Alors, les inspirations, c'est vraiment ça, d'aller surprendre les gens dans le quotidien. C'est un happening, en fait, la photo de rue. Ce qu'on appelle la photo directe. Il n'y a pas de mise en scène. La mise en scène, c'est la lumière qui existe. C'est les gens qui se présentent et à ce moment-là, il y a une valse du regard et de l'approbation de la personne qui est photographiée ou de la scène. L'inspiration, c'était l'Inde aussi. Oui. Là, on a eu l'occasion d'y aller. On venait de se rencontrer en plus. Puis donc, tout excité. On avait un projet fantastique, c'était d'aller faire de la photo puis aller recueillir le plus d'images possible. On part, puis l'Inde déborde de sujets, d'images, de couleurs, de tout. Dans le cas ici, on a misé sur le noir et blanc parce que
La couleur, on a des photos couleur. On y en avait quelques-unes dans l'exposition, mais c'est le noir et blanc par rapport... C'est comme si la couleur te donnait le côté plus réel et contemporain des images, alors que ça t'amène un peu dans le côté intemporel, puis onirique presque. C'est des apparitions un peu. Puis l'Inde débordait de ça, puis on était très touchés. Tous les deux, on était touchés par les gens, on était touchés par les atmosphères, on se régalait. Puis c'était facile de se promener, puis de voir des choses partout. Ça a été vraiment fantastique. Ça, c'est comme inspiration, on ne pouvait pas avoir mieux. Puis lorsqu'on est revenu, qu'on a commencé à regarder le travail qu'on avait fait, on était à l'époque où on n'avait pas instantanément le résultat de ce qu'on fait. Des mois après, donc 1 an plus tard, on déballe ça, puis on fait comme... Wow. De revivre l'art, c'est de revivre votre voyage aussi, de revivre C'était extraordinaire. C'était pas l'ère du numérique à ce moment-là. Puis l'idée de mettre des textes aussi est venue très rapidement. Alors, parce que c'est vraiment, je dis souvent que l'exposition se parcourt comme un livre. Et parce que, en fait, une image répond à un texte répond à une image, c'est devenu comme un peu indissociable. Et tous les deux, on avait une bonne plume. Moi, j'ai travaillé plus, mais Daniel a travaillé beaucoup tous les tirages sur papier archives. Alors, puis ça aussi, c'est assez particulier comme travail, parce que les gens qui viennent voir l'exposition nous parlent beaucoup de ça, de ce mariage-là entre texte et image. Comment les citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu et des municipalités voisines peuvent vous soutenir cette belle exposition? Venir nous voir, venir voir tu sais, c'est très difficile de vivre de son art, mais si les gens peuvent reconnaître le travail qui est fait, parce que c'est donnant-donnant, en fait, ils sont émus par ça, c'est un enrichissement mutuel. Alors, je pense que le premier encouragement, c'est de vraiment aller voir ce que les artistes font. Nous, c'est les photographes, mais tout ce qui est fait dans la région comme art. C'est surtout de soutenir l'art local. Ça vient d'ici. C'est important de soutenir les artistes d'ici. On est dans la région depuis... On est Montréalais d'origine, mais on est dans la région depuis 22 ans. Les racines sont rendues profondes. En quelque part, c'est fantastique. Puis de toute façon, on connaît plein d'artistes. On les fréquente, c'est merveilleux. Amener les gens dans une petite galerie comme ça, qui nous a supportés totalement. Parce que lorsqu'on est arrivé avec nos boîtes de photos, on a eu carte blanche. À la limite, je veux dire, ils n'ont rien eu à faire parce qu'on s'est déplacé, on a accroché nos affaires. C'était fantastique, c'était un gros jeu. Puis ça, c'était très apprécié. Donc, si les gens, si le travail qu'on a fait jusque dans l'accrochage peut être reconnu, puis que les gens... D'ailleurs, ce qu'on a décidé de faire, nous, c'était de venir à chaque semaine. Il y a eu un vernissage au début, mais on a décidé de venir, on s'est proposé de venir à tous les dimanches pour accueillir les gens, de nouveau, ceux qui sont intéressés, à venir donner leurs commentaires ou partager avec nous. Ou, je peux raconter tellement d'histoires par rapport à l'Inde puis notre périple. C'est intéressant. Donc oui, les gens peuvent venir nous voir. Justement, avez-vous un message pour ces gens-là? Pourquoi c'est important de vous soutenir? Bien, l'art, c'est tellement important. C'est l'expression de toute une société, de ses valeurs, de son regard. Je veux dire, si on n'a pas d'art, on meurt. Fait que moi, je pense que c'est très important de pouvoir soutenir toutes les formes d'art et d'être enrichi par ça. Je veux dire, c'est vraiment ce que j'appelle important et essentiel pour tout le monde. Puis pour ce qui est de cette exposition-ci, je veux dire, c'est une exposition qui a 35 ans. C'est une Inde qui, je ne dirais pas, n'existe plus, parce qu'en 35 ans, l'Inde a beaucoup changé. Il reste quand même que de toucher à la saveur de ces images un peu passées, puis de pouvoir connecter avec ce qui existe encore aujourd'hui. Bien, c'est le fun. Les gens peuvent être en contact avec quelque chose qui est un peu de l'ordre du passé, puis de pouvoir se nourrir un peu de ça. L'Inde, c'est quand même pas le village à côté. Non, c'est ça. Voilà. Mais merci beaucoup de nous avoir fait rentrer non seulement dans votre art, mais de nous avoir fait voyager par ces images. J'inviterai tous les citoyens de Saint-Charles-sur-le-Richelieu et toutes les municipalités voisines à venir supporter ces deux artisans locaux. C'est vraiment une exposition magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
On est présentement avec Mme Nadeau, préfète à la MRC-VR. Nous allons faire un retour sur la 6e séance du Conseil du 12 juin. Bonjour, Mme Nadeau. Bonjour, Mme Watt-Ellis. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, vous? Oui, ça va super bien. Donc, on se lance justement avec le lancement de la route bleue. Oui, ça a été tellement un beau lancement, vraiment. En fait, ça a été fait jeudi dernier au centre communautaire de Pointe-Valène. Donc, c'était évidemment à Ottoburn Park. On était aux côtés de Loisirs Sport Montérégie et le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Puis, ça a lancé officiellement 28 parcours, dont 12 ici dans la MRC, c'est notre beau Richelieu. Oh, wow, c'est bien ça. OK, donc là, on commence par les grandes lignes. Quels sont les faits saillants de la séance du 12 juin? Oui, bien, en fait, dans les faits saillants, un qui était vraiment porteur pour nous, les élus, c'était la Charte de la langue française. En fait, c'est pour adopter la politique que l'État nous demande, là, la politique linguistique. Donc, c'est notre Charte française pour être conforme, mais en plus pour assurer un service respectueux dans notre langue officielle. Il y a aussi eu des annonces de soutien financier. Oui, plus de 80 000 quand même. Là, c'est super intéressant pour la région. Donc, pour la Maison des jeunes des Quatre Fenêtres, pour leur projet La Boum, pour la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, pour le réaménagement de leur parc des loisirs, et pour le club de canotage OBC, pour leur descente sur Richelieu pour 2025. C'est super. En matière d'aménagement du territoire, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, bien, en fait, nous avons quand même adopté un règlement sur les panneaux réclames sur notre territoire. Aussi, la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu a demandé à la CPTAC, en fait, pour pouvoir faire une rue pour le bien public, en fait. Ça fait des années qu'ils le demandent, donc ils pensent que c'est la bonne fois, je leur souhaite. Il y a eu 2 demandes financières, évidemment, auprès du ministère des Transports et de Mobilité durable. Et afin, bien, dans le fond, ces 2 demandes-là est pour un programme d'aide à la voirie locale et l'autre, c'est pour... non, je m'excuse, c'est pour le plan d'intervention en infrastructure routière locale et le plan de sécurité routière en milieu municipal. Qu'est-ce que je vous disais, c'était plus... La MRC s'est engagée aussi à respecter les conditions du programme d'aide à la voirie locale. Ça revient ensemble. Oui, oui. Il y a aussi eu des décisions en matière d'urbanisme. Oui, ça, c'est encore intéressant pour la région, donc pour une nouvelle école primaire à Belleuil. Il y a aussi eu beaucoup de changements au niveau des règlements à Saint-Antoine-sur-Richelieu, donc pour les droits acquis, pour émettre des permis et certificats, là, pour vraiment comprendre c'est quoi la ETSE, dans le fond, c'était pour clarifier. La municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, eux autres, ils ont eu un nouveau règlement qui a été adopté pour permettre la construction d'immeubles à 4 logements dans une zone mixte. Puis aussi, bien, ils en veulent à peu près 3 projets de ce type pour ne pas dénaturer leur centre du village. Le patrimoine. Le cachet, exactement. Du côté culturel et environnemental maintenant. Oui, en fait, nous avons adopté, pour augmenter à 5 000 notre contribution de la MRC avec l'entente de partenariat culturel avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Puis on sait que dans la région, c'est très, très, très artistique et créatif. Donc, on vient soutenir des projets culturels pour la région. Et aussi, on a désigné M. Richard Manlot, un nouveau bénévole, en fait, au comité d'investissement commun à la MRC. Donc, on y souhaite la bienvenue. Bienvenue à M. Manlot. Oui. Et en matière d'environnement, il y a eu des nominations ou des actions concrètes? Bien, en fait, on sait qu'il y a une table dans la région de concertation du bassin versant de la rivière Richelieu. Et puis, il fallait nommer une personne pour siéger à notre nom, mais on ne sait pas encore si ça va être pris parce que ça va avec comme des élections. Donc, c'est Mme Joanie Beaulieu qui va être candidate là, pour siéger à cette table. Puis aussi, nous avons donné la responsabilité à des firmes, dans le fond, pour une étude et la conception des projets d'entretien des cours d'eau de la MRC pour les 3 prochaines années. Ça aussi, on le sait. Bien, en fait, c'était le lancement d'appel d'offres. On le sait comment il y en a des cours d'eau ici. Nous n'avons pas juste le Richelieu, on en a plein. Ouais. À préserver aussi. Et voilà.
En ce qui concerne les ressources humaines, il y a eu des décisions importantes? Oui, bien effectivement, pour la CSST, en fait, nous avons une mutuelle que nous avons adhérée avec le groupe Conseil Nouveau SST pour une période de 5 ans là, à partir de janvier prochain. Puis aussi, on a retouché notre organigramme à la MRC afin de mieux refléter les besoins actuels, et ça a compté du 12 juin. Et puis, nous avons eu 3 nouveaux aussi qui se sont ajoutés à notre super équipe, une technicienne juridique, une conseillère en communication et un technicien en cours. Alors, on leur souhaite la bienvenue. Oui! Puis, j'ai passé rapidement aussi, puis je voulais vraiment revenir pour le Fonds de développement des communautés. Vous savez, dans la région, il y a le projet avec la table de solidarité alimentaire. C'est l'organisme Semer le présent auquel on a octroyé un montant de 13 000 pour leur mission, évidemment, mais surtout aménager un aire de repos pour les bénévoles et un espace d'entreposage. Donc, on vient soutenir tout cet organisme. Et je vais faire une invitation officielle pour la région, en fait, à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Tout le monde connaît le festival Chant de Vielle. Donc, c'est une invitation pour le 27, 28, 29 juin prochain. Soyez-y. C'est vraiment un événement à ne pas manquer. On invite les gens à mettre ces dates-là dans vos agendas. Vraiment, c'est très important. Avez-vous un mot de la fin, Madame Nadeau? Oui! On a une petite pause au mois de juillet, donc je souhaite vraiment un bel été à tous ceux qui nous écoutent et on va se retrouver en août prochain. Donc, on se revoit en août, Madame Nadeau. Bonjour. Madame Lucie Blanchet, vous avez un rôle important à la Ville de Saint-Hilaire. Vous organisez toutes les activités estivales, entre autres, qui s'en viennent. C'est quoi votre titre exactement à la Ville? Alors, je suis chef de la division culture et événements. Puis c'est effectivement un poste qui est extrêmement stimulant. Oui, surtout avec la saison qui s'en vient cette année où il n'y a plus de restrictions du tout. Donc, vous avez tout d'abord une belle programmation pour la Fête nationale. Oui, la Fête nationale qu'on espère, on se le souhaite, sera sous le signe du soleil cette année. Alors, ça se déroule à partir du 23 juin en soirée avec nos voisins de la ville de Belleuil. On collabore depuis des décennies à la présentation des traditionnels feux d'artifice sur la rivière Richelieu. Alors, c'est sur le coup de 22 heures. Cette année, du côté de Mont-Saint-Hilaire, il y a énormément de travaux qui sont dans le Vieux-Village. Donc, on incite vraiment les gens au covoiturage et à utiliser nos stationnements incitatifs à l'hôtel de ville, à la bibliothèque et dans les 2 écoles primaires là, du Vieux-Village parce que, vous allez voir, c'est carrossable, mais c'est quand même encore en chantier, là, le Vieux-Village à Mont-Saint-Hilaire. Il y a beaucoup de chantiers dans ce coin-là, effectivement, mais la piste cyclable est très belle et très facile accessiblement parlant à différents endroits. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent à pied aussi pour voir ces feux d'artifice-là. Oui, parce que ça va coïncider en plus avec la dernière journée d'école pour les élèves du niveau primaire. Alors, quelle belle façon vraiment de débuter les vacances avec le feu. Puis, on poursuit évidemment le lendemain, le 24 juin, à compter de 11 h cette fois-ci jusqu'à 16 h. Le rendez-vous est donné au Parc de la Gare. Alors, il y a des jeux d'eau, il y a de la musique québécoise, il va y avoir le disco patriotique, bien sûr, il y a de l'animation, il y a un conte, il y a des échassiers, des maquillages, des collations. Alors, les gens peuvent arriver vraiment puis passer une grande partie de la journée avec nous. Cette année, on souligne les 50 ans de l'histoire de la chanson « Jean du pays » de Gilles Vigneault. Alors, il y aura un petit défi qui va être lancé à nos citoyens, à savoir s'ils connaissent bien leur musique québécoise. Puis, il faut noter que le Parc de la Gare est très bien équipé, en fait, d'aménagement urbain. Donc, les familles peuvent s'attendre à avoir des endroits où les jeunes peuvent s'amuser et où se reposer, prendre du bon temps ensemble. Exactement. Puis, je profite aussi du fait qu'on a le stationnement de la gare qui nous est prêté. Alors, c'est un immense stationnement. Encore une fois, les gens pourront aisément là, se rendre sur le site s'ils proviennent de quartiers plus loin là, de ce secteur-là. Un autre événement à ne pas manquer, les cabarets de l'heure mauve, encore cette année de retour. Alors, on est très fébrile de présenter cette année les 20 ans des cabarets de
leur mauve. Et cette année, on souligne ça en grand, c'est-à-dire qu'on va avoir 5 spectacles plutôt que 4, puisqu'il y a 5 mercredis en juillet. Alors, on invite vraiment les gens parce qu'on a vraiment travaillé très, très fort à une programmation où il y a une diversité musicale incroyable. Alors, on espère qu'il y en aura pour tous les goûts. Et cette programmation-là, on peut la divulguer aujourd'hui. Donc, le 2 et le 9 juillet, à qui on peut s'attendre? Alors, on commence avec Yvan Bello, qui est un habitué du cabaret, qui est très bien connu dans la région puisqu'il a enseigné la musique à l'école secondaire Ozias-le-Duc durant de nombreuses années. Alors, il va être là avec sa formation musicale. Et là, c'est la musique jazz, blues qui attend nos spectateurs pour cette première soirée. Et pour la deuxième soirée, c'est Gilbert Lachance, qui est connu du public québécois comme comédien, mais qui a aussi sa formation en musique classique. Alors, au piano, une belle soirée de musique classique avec Gilbert Lachance. Ces 2 personnes-là sont vraiment très connues dans la région. Ils ont des œuvres musicales très intéressantes qu'on peut retrouver sur leur site Internet. Ensuite de ça, il y a le 16 juillet et le 23 juillet aussi. Oui, alors là, on s'en va dans un autre univers, c'est avec Mathieu Provençal qui nous amène dans un univers pop-rock. Mathieu Provençal qui fait des spectacles depuis une quinzaine d'années maintenant, qui se promène beaucoup, qui fait beaucoup de tournées. Alors, on est très content de pouvoir l'accueillir. Et ça sera suivi par un hommage aux grandes voix féminines. C'est un hommage qui nous est livré par l'interprète, son nom, attendez, Audrey Gagnon, voilà. Audrey Gagnon, le nom du spectacle, c'est Femmes en lumière. Et c'est un spectacle hommage aux grandes voix féminines, comme je le mentionnais. Donc, on part vraiment de Piaf à Céline Dion, avec évidemment aussi des chanteuses anglophones. On pense à Adele, entre autres. Alors, elle va nous transporter dans cet univers-là. Et il nous reste le 5e, oui, et non le moindre, qui est le 30 juillet, qui clôt donc notre programmation. Et cette fois-ci, c'est avec la formation Motel Capri, qui, eux, viennent rendre un vibrant hommage à un groupe qu'on affectionne tout particulièrement, les Cowboys fringants. Alors, on espère vraiment que les gens seront nombreux à nos rendez-vous musicaux. Encore une fois, c'est pas très loin du secteur qu'on discutait tantôt, donc piste cyclable, stationnement prévu à cet effet pour tout le mois de juillet. Oui, le Parc des Mers, pour ceux qui le connaissent peut-être pas ou qui connaissent pas son nom, il est situé juste à côté de la bibliothèque et du musée des Beaux-Arts à Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'est sur le coup de 20 heures. Les gens, on les invite à porter leurs chaises. Il y en a bien sûr sur place, mais on les invite à porter leurs chaises. Et sachez que si il y a mauvais temps, les spectacles sont tout de même présentés, mais cette fois-ci, on bascule du côté du pavillon Jordi-Bonnet, qui est à quelques pas de là. Donc, on les maintient, mais ils se feront à l'intérieur. Donc, ça, c'est pour les cabarets de l'heure mauve, la 20e édition. Mais au même endroit, il y a aussi le marché public. Oui, effectivement. Le marché public, c'est une nouveauté cette année. On l'a installé sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville. Alors, vous ne pouvez pas le manquer. Quand vous arrivez en face de l'Hôtel de Ville, c'est en devanture. Alors, on a une vingtaine de producteurs qui vous donnent rendez-vous à chaque jeudi à compter de 14h30 jusqu'à 18h30. Plusieurs nouveautés cette année. On a bien sûr le concours, le tirage qu'on fait à chaque semaine pour se mériter un coupon d'achat à venir dépenser au marché. Mais on aura des dégustations. Donc, c'est possible à chaque semaine pour les gens de venir goûter. On appelle ça goûter le marché, de venir goûter donc à des produits vedettes. Et ça sera comme ça durant toute la saison. Et des produits locaux. Donc, on parle d'achat local, on parle d'encourager nos agriculteurs d'ici. Dans la vallée du Richelieu, il y a quand même beaucoup de choix côté agriculture et producteurs. Comment vous en êtes venu à choisir les... Est-ce que c'est les mêmes producteurs d'année en année qui reviennent ou vous devez faire une sélection? Oui et non. C'est sûr qu'on a nos mêmes producteurs qui sont là depuis la toute première année. C'est notre 7e édition cette année. Il y en a des nouveaux qui se sont greffés. Le mandat a été octroyé à l'organisme à but non lucratif Les Marchés d'ici. Alors, c'est eux vraiment qui voient à recruter les producteurs et eux-mêmes nous ont confié être extrêmement surpris de la quantité de producteurs dans la région. Ils nous ont dit en tout début, à la première édition, quand vous dites local, vous autres, vous êtes vraiment locaux parce qu'il y en a plusieurs. Alors, c'est ça. C'est des nouveaux et c'est des anciens qui seront là. Et encore une fois, en cas de pluie, c'est simplement déplacé au pavillon Jordi-Bonnet. Exactement. Puis l'autre nouveauté, c'est qu'on donne une belle visibilité à nos organismes cet été. Alors, à chaque semaine, il y aura des organismes qui seront là avec leurs kiosques pour nous faire part des services qu'ils offrent et de faire connaître leur programmation à eux aussi.
Donc, on invite les gens à participer en grand nombre. Un dernier événement, rapidement, Vue sur la montagne, qu'est-ce que c'est? Alors, lorsque les cabarets seront terminés les mercredis soirs de juillet, les mercredis soirs du mois de août, c'est des projections en plein air. Alors, on donne rendez-vous aux gens. Encore là, ils peuvent apporter leur couverture, leurs chaises, à venir voir des films en plein air. La Ville de Mont-Saint-Hilaire leur offre gratuitement le popcorn. Donc, une belle soirée cinéma en plein air les mercredis soirs du mois d'août. À quel endroit on peut trouver les détails, le lieu, les... Oui, alors toute la programmation, évidemment, est disponible sur notre site Internet. On a aussi distribué porte à porte notre bulletin municipal Horizon. Alors, tous les détails s'y retrouvent. Puis vraiment, j'invite les gens à consulter notre programmation. On a vraiment tenté d'en avoir pour tous les goûts. Et tous les âges. Et tous les âges. Merci beaucoup, Mme Blanchet. Merci. On fait un retour sur la séance du conseil municipal de la Ville de Belleuil avec la mairesse de Ville de Belleuil, Mme Villot. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, vous aimeriez nous parler du budget participatif qui implique les citoyens. Ben oui, on a en collaboration avec les écoles primaires et secondaires de Belleuil, on a fait un appel à tous pour un budget participatif. C'est un budget de 150 000 $ qu'on a mis à la disposition du public, des citoyens, pour nous faire part de leurs bonnes idées. Donc, on a sollicité les écoles cette année pour travailler sur un modèle éducation et citoyenneté. Donc, ils nous proposaient des projets. Toutes les écoles ont participé. Puis après ça, s'en est suivi une course folle pour le vote du public. Et c'est la Polybelle qui a gagné avec l'école Tournesol. Donc, la Polybelle va faire l'aménagement de terrain de volleyball de plage. Et puis, l'école primaire Tournesol va avoir une classe verte, donc une classe extérieure qui va être aménagée. Alors, on est bien contents. Il y a eu plus de 700 personnes qui ont participé quand même. Il y a eu une belle mobilisation là, de la part de la communauté. Puis, il nous faut des gagnants, mais on est très, très heureux d'avoir vu tout le monde s'engager dans cette proposition-là. Là, ça nous donne de bonnes idées pour les prochains budgets participatifs à venir. Il y avait des beaux projets quand même assez variés. C'était difficile de faire le choix. Ah oui, tout à fait. Mais c'était une question de mobilisation, en fait. Puis on l'a vu, là, les familles se sont mobilisées. Ils avaient envie d'avoir un projet qui leur ressemblait autour de chez eux. Puis voilà. Alors, nos gagnants, on a réussi à en faire 2. On espérait en avoir un, puis la proposition de budget nous a permis, en fait, d'étirer à 2 finalistes. Donc, la Polybelle a remporté 25 % des votes et le Tournesol, 19 % des votes qui ont été pour le projet de l'école Tournesol. Donc, on est bien contents. Oui, puis aussi, c'est important pour la Ville de permettre aux citoyens de participer. Et de l'autre façon qu'ils peuvent participer, c'est par les consultations publiques. Oui, bien, effectivement, on veut toujours entendre l'opinion des citoyens. C'est super important. 2 consultations qui ont eu lieu dans les derniers jours. Le 11 juin, on a invité les gens à venir découvrir l'aménagement, le réaménagement du parc Lorne Worsley, l'endroit où on trouve actuellement les terrains de baseball, de soccer, tout juste à côté de l'école secondaire Polybelle. Donc, il y a lieu de revoir le projet d'Arena, ce qui est le projet prioritaire à voir. Et on est en train de l'installer tout juste collé sur l'école Polybelle, ce qui nous permet en fait de reconfigurer l'utilisation de l'espace du parc complet. Alors, on veut diminuer les nuisances, assurer de maximiser aussi nos espaces, s'assurer aussi qu'on répond aux besoins maintenant, mais à venir. Donc, ceux qui n'étaient pas disponibles ni le 11 juin, ni le 18 juin, qui a été la 2e consultation pour le nouveau Belleuil, donc le nouveau quartier à venir, on vous invite en fait aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois, à aller répondre aux sondages qui sont en ligne sur la plateforme jeparticipe.belleuil.ca. Donc, vous allez pouvoir voir, en fait, les énoncés, les types de questions qu'on a posées à la population. Puis, vous allez pouvoir y participer également. Donc, il reste encore quelques jours pour le faire. Et un autre endroit très prisé à Belleuil depuis quelques années, c'est la piscine en eau vive. Oui. Elle fait rayonner la ville encore une fois. Bien, c'est incroyable. Hein? On a eu une reconnaissance à l'international avec le CIVIM l'année dernière. On a eu la reconnaissance de nos pairs au Mérite Ovation à l'Union des municipalités du Québec, à 2 prix incroyables qu'on a reçus. Donc, puis on a reçu tout dernièrement, en fait, là, par Loisirs Sport Montérégie, un beau prix du jury. Donc, pour reconnaître l'innovation, puis la façon de pouvoir répondre aux infrastructures de loisirs et de sport de qualité.
Donc, encore une fois, la piscine s'est démarquée. On est vraiment heureux parce que ça rejaillit, oui, sur la région. À travers le Québec aussi, on a plein d'appels de villes qui sont intéressées, curieuses de voir comment on a fait, mais aussi à l'international aussi par le rayonnement qu'on a eu. Donc, bien fiers pour Belleuil et le projet. Vous aviez, lors du conseil municipal, le trophée que vous avez gagné au sujet de la piscine en eau vive. Et ce soir-là, vous avez aussi rendu hommage à une personne importante pour la ville. C'est tellement important de reconnaître la part des bénévoles dans la communauté, bien honnêtement. Marcel Lapointe, qui est un grand bénévole depuis plus de 40 ans, imaginez. Incroyable. Dans les dernières années, on l'a vu beaucoup investi, engagé dans le pickleball, là, donc un sport en montée fulgurante. Mais avant ça, il a été impliqué dans toutes sortes de sports, à la Société d'histoire aussi, pour tout l'aspect de généalogie. Donc, depuis 40 ans, on voit un Marcel Lapointe lumineux, engagé, souriant. Il est tellement positif. Donc, on l'a invité à venir signer le livre d'or là, pour les 40 ans de bénévolat dans la communauté. On était bien contents pour lui. C'est merveilleux de rendre hommage comme ça aux bénévoles pour leur implication. Un autre événement à venir à Belleuil, c'est la Fête nationale. Donc, oui. Vous avez toute une programmation pour les citoyens. 23-24 juin, ça se passe. Le 23 juin, le traditionnel feu d'artifice qu'on va voir. Les familles peuvent arriver à l'avance, en début de soirée. Il y a toutes sortes d'activités sur le site là, pour animer les petits. Et le lendemain, on se retrouve, donc le 23, c'est dans le Vieux-Belleuil, pour les feux d'artifice sur la rivière avec Mont-Saint-Hilaire. Et le 24, on se retrouve pour la fête familiale de la fête nationale. Donc, toute la journée, on va avoir encore une animation extraordinaire. Puis, en fin d'après-midi, à 17h, il va y avoir Hugo Lapointe avec son groupe qui va nous chanter les classiques là, de francophones là, au Québec. Donc, on va bien s'amuser. On les entend déjà rouler dans notre tête. J'imagine qu'on va avoir un célibataire en reprise à quelque part. Là. C'est ça. Bien, merci beaucoup pour ce retour sur le conseil, Mme Villot. Très apprécié. Merci, à bientôt. C'est ce qui termine notre émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. TVR9 tient à remercier son fidèle commanditaire Biosphère. Et si la télé communautaire vous intéresse, écrivez-nous au info@tvr9.com pour vous impliquer. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain régional. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant.